La soirée d'anniversaire, célébrant nos 15 ans de mariage, battait son plein. Lorsqu'Hélène a saisi le micro, une coupe de champagne à la main, elle a grimpé sur une chaise. Son rire a tranché la musique jazz, qui s'écoulait des enceintes. Nos 200 amis proches, partenaires commerciaux et membres de la famille, ont retenu leur souffle. Ils regardaient ma femme, avec qui je vivais depuis 15 ans, attirer contre elle son nouvel assistant, Damien. « Écoutez tous » a-t-elle crié, en titubant légèrement, bien qu'elle ait à peine touché à son verre. « Je veux vous présenter le véritable homme de ma vie. » Elle a ébouriffé les cheveux, parfaitement coiffés, de Damien, tandis qu'il arborait un sourire suffisant, moulé dans son costume hors de prix. Un costume que j'avais moi-même payé, via le compte de l'entreprise, après lui avoir confié la gestion de nos finances. Point contrairement à mon mari, a-t-elle poursuivi, balayant la salle du regard, jusqu'à ce qu'elle me trouve, adossé au bar, qui n'a jamais été rien d'autre qu'une déception, une nullité. La salle s'est figée. Ma mère est restée pétrifiée, près de la table des desserts. Mon associé, Victor, a lentement baissé son verre. J'ai vu la femme de mon frère lâcher son assiette. Le tintement de la porcelaine, se brisant sur le sol, a résonné comme un coup de feu, au milieu de ce silence de mort. Ce soir, a annoncé Hélène, la voix tremblante d'excitation, et non d'alcool, je pars avec Damien. Notre mariage est terminé. L'entreprise est à moi. Tout est à moi. Elle a arraché son alliance, puis l'a jetée à mes pieds. Cet anneau d'or, que j'avais mis 3 semaines à choisir, et qui portait la gravure de notre première chanson, a roulé sur le parquet, avant de disparaître sous un fauteuil, contre le mur. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas prononcé le moindre mot. J'ai simplement observé la scène. Je l'ai regardé sortir, au bras de Damien, tandis que les invités s'écartaient sur leur passage, comme l'eau devant la proue d'un navire. Ce qu'elle ne pouvait pas voir, ce que personne d'ailleurs ne pouvait voir, c'était ce sourire, à peine perceptible, qui a effleuré mes lèvres. Juste au moment où la porte s'est refermée derrière eux. Le piège venait de se refermer, et il avait été déclenché par la main même, qui l'avait conçu. Personne ne s'est approché de moi, pendant les 10 premières minutes. C'était prévisible. Les gens ne savent pas comment réagir, face à un homme, qui vient de se faire publiquement humilier. Ensuite, Victor s'est avancé. Il m'a servi un whisky, puis m'a demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai refusé. Ma mère pleurait dans un coin de la pièce, consolée par sa sœur. Je me suis approché, je l'ai embrassée sur la joue, et je lui ai dit que tout irait bien. « Comment peux-tu être aussi calme » a-t-elle murmuré, à travers ses larmes. « Parce que je sais des choses, qu'elle ignore encore » ai-je répondu, en lui souriant. 3 mois plus tôt, alors que j'épluchais les rapports trimestriels à 3 heures du matin, une habitude dont Hélène se moquait sans cesse, me traitant de rabat-joie et de bourreau de travail, j'ai découvert une première anomalie. Des doubles facturations, pour des services inexistants. Des frais de déplacement, largement gonflés. De petits détails, que n'importe qui d'autre aurait ignorés. Mais cette entreprise, je l'avais bâtie à partir de rien. Je connaissais chaque rouage, chaque chiffre, chaque rythme de sa respiration. J'ai alors engagé un détective privé. 2 semaines plus tard, j'avais une vision parfaitement claire de la situation. Hélène siphonnait les comptes depuis 2 ans. De manière méthodique, avec une patience infinie. Des virements vers des sociétés écrans, de faux contrats, la vente de données confidentielles à notre principal concurrent. Elle ne se contentait pas de voler, elle me préparait une mort lente, et particulièrement douloureuse. Au moment où j'aurais fini par m'en apercevoir, l'entreprise aurait été en faillite, et ma réputation, totalement détruite. Je me serais retrouvé ruiné, avec un casier judiciaire pour fraude financière, un crime qu'elle comptait me faire porter. J'aurais pu aller voir la police. J'aurais pu lui lancer un ultimatum. Mais à cet instant précis, en étudiant les photos d'elle, attablée dans des restaurants luxueux avec un jeune inconnu, j'ai compris une chose. Je voulais beaucoup plus. Je voulais qu'elle se détruise par elle-même. Je voulais qu'elle choisisse sa propre perte, et qu'elle y marche, le sourire aux lèvres. J'ai trouvé Damien par l'intermédiaire de plusieurs contacts. C'était un acteur sans scrupules, criblé de dettes, à hauteur de 50 000 €, à cause de jeux clandestins. Il possédait un physique irréprochable, mais la morale d'un chien de rue. J'ai épongé ses dettes.
Je lui ai appris comment parler, comment regarder, comment toucher, et comment faire en sorte qu'une femme se sente comme une déesse, pendant qu'elle se déshabille d'elle-même, devant son objectif. J'ai créé un faux cabinet de recrutement, dans le seul but de le faire embaucher comme son assistant. Chaque compliment, qui lui glissait à l'oreille, avait été rédigé par mes soins. Chaque conversation intime, tenue dans le bureau que j'avais moi-même réaménagé, était enregistrée. Les caméras, je les avais installées, bien avant qu'elle ne connaisse son prénom. L'appartement, où ils passaient leur temps, était ma propriété. Il avait été acheté sous un prête-nom. La voiture, dans laquelle il la conduisait, avait été louée par moi-même, équipée d'un traceur GPS et de micros. Quant à l'entreprise, qu'elle pensait m'avoir volée. J'avais transféré les véritables actifs, vers une holding, 6 mois auparavant. J'avais tout organisé, sur le plan juridique, pour que notre société ne soit plus qu'une coquille vide. Une structure remplie de dettes, liée personnellement à elle, en tant que cofondatrice. Les comptes bancaires, auxquels elle a eu accès après la soirée, n'étaient que des pièges. Chaque transaction était tracée. Chaque infraction à la loi était documentée, en temps réel, puis envoyée sur un serveur sécurisé. Un serveur auquel j'avais accès, contrairement à elle. Lorsqu'elle est sortie de la salle de réception, au bras de Damien, en se moquant de moi, de mon silence, et de ma prétendue nullité, elle a mis les pieds dans une vie, que j'avais construite dans l'unique but de la détruire. Chaque pas avait été planifié. Chacune de ses émotions, anticipée et retournée contre elle. Elle croyait m'abandonner. En réalité, je l'avais exclue de ma vie depuis bien longtemps. Je n'avais laissé que les fils d'une marionnette, sur lesquels elle tirait d'elle-même, sans jamais se douter de qui tenait l'autre extrémité. J'ai fini mon verre de whisky, j'ai serré la main de quelques invités encore sous le choc, puis j'ai aidé ma mère à trouver un taxi. Ensuite, je suis rentré à la maison. Cette maison, qui, dès le lendemain, m'appartiendrait exclusivement. J'ai sorti du coffre-fort un épais dossier, portant la mention « Hélène ». À l'intérieur, se trouvait l'avenir, que j'avais écrit pour elle. Un avenir sans liberté, sans argent, sans amis, et sans amour. Un avenir où le moindre de ses actes se retournerait contre elle. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai vérifié le flux vidéo des caméras, installées dans son nouvel appartement. Ils y étaient. Damien la flattait. Elle riait, persuadée d'avoir gagné la partie. J'ai souri, avant de refermer l'ordinateur. Qu'elle en profite. C'était là, le tout dernier matin paisible de son existence. Durant les 3 semaines qui ont suivi la fête, Hélène a vécu dans l'euphorie de la victoire. Je l'observais, grâce au réseau de caméras et de micros, que j'avais mis des années à tisser. Pendant ce temps, elle pensait diriger l'entreprise, que je lui avais glissée entre les mains. Chaque matin, elle se réveillait dans cet appartement, dont j'avais payé le loyer pour les 3 prochaines années. Elle s'éveillait à côté de cet homme, que j'avais acheté, au prix exact de son avenir. Damien jouait son rôle à la perfection. Il lui préparait le petit déjeuner, l'appelait « mon étoile » et « ma déesse ». Il lui répétait à quel point son mari n'était pas digne d'une telle femme. J'entendais chaque mot, grâce au micro caché dans sa montre. Une montre que je lui avais moi-même offerte, le jour de son recrutement. Elle buvait ses compliments avec avidité, comme une terre aride boit la pluie. Sans jamais s'apercevoir, que s'il pleuvait, c'était uniquement parce que j'avais ouvert le robinet. Tu te rends compte, concernant Stéphane, disait-elle à Damien pendant le petit déjeuner, utilisant mon prénom comme une insulte. Il n'a même pas essayé de m'arrêter. Il est resté planté là, comme une statue. 15 ans de mariage, et il. Damien hochait la tête, en lui embrassant la main. Tu es bien trop grande pour lui, ma belle Hélène. Tu l'as toujours su. Je consignais tout. Chaque phrase, rabaissant ma valeur, venait s'ajouter au dossier, qui, un jour, deviendrait sa sentence. Hélène gérait l'entreprise avec ferveur. Elle signait les documents, que je lui faisais passer via de fausses archives. Des documents qui transféraient des actifs, vers mes propres sociétés écrans. Des papiers qui créaient des dettes, envers des créanciers, qui n'étaient autres que mes propres hommes de paille. Elle croyait s'enrichir. Mais en réalité, elle bâtissait les murs de sa propre prison, à grands coups de signature. Une nuit, en écoutant les enregistrements, j'ai entendu une conversation, qui m'a glacé le sang.
Hélène pleurait dans les bras de Damien. Pas de joie, mais de terreur. J'ai fait des choses horribles, chuchotait-elle. Je l'ai volé pendant des années, j'ai vendu des secrets à nos concurrents. S'il l'apprend un jour. Damien la rassurait. Il lui caressait les cheveux, en prononçant les mots que je lui avais dictés. Il ne le saura jamais. Il est beaucoup trop faible. Tu es plus forte que lui, Hélène. Tu l'as toujours été. Elle s'est calmée, a retrouvé le sourire, et y a cru à nouveau. C'est à cet instant que j'ai compris. Elle était capable de ressentir des remords, mais pas d'agir en conséquence. Elle aurait pu s'arrêter, faire demi-tour, et réparer ses erreurs. Mais son orgueil était bien trop fort. Elle a préféré croire en sa victoire, plutôt que d'assumer ses crimes. Cela m'a facilité la tâche. Il n'y aurait aucune pitié. J'ai alors déclenché la deuxième phase. Par l'intermédiaire d'une de mes sociétés écrans, j'ai organisé un contrat très lucratif, pour la fourniture de logiciels à une grande institution publique. Hélène y a vu une opportunité en or, un marché de 40 millions d'euros, avec une commission de 10%, directement dans sa poche. Ce qu'elle n'a pas vu, c'est que la société fournisseuse m'appartenait. Que les logiciels étaient falsifiés. Et que l'institution publique n'était qu'une fiction, montée de toutes pièces par mes avocats. Elle a signé le contrat en personne, contournant le service juridique. Un service que j'avais restructuré depuis longtemps, en écartant les employés les plus intègres. Les fonds, soit 20 millions d'euros versés en acompte, sont partis sur un compte offshore, qu'elle contrôlait. Elle croyait avoir fait fortune. En réalité, elle venait tout juste de commettre un détournement de fonds publics, et un abus de confiance aggravé, dans l'exercice de ses fonctions. Article 314-1 du Code pénal. De 5 à 10 ans de détention. J'ai déposé une plainte anonyme, auprès de la brigade financière. Pas toutes les informations, juste une première couche, suffisante pour déclencher une enquête. Qu'ils creusent par eux-mêmes. Qu'ils suivent les traces, que j'avais soigneusement laissées à leur intention. En parallèle, je me suis occupé du concurrent, à qui Hélène vendait nos secrets. Par le biais d'un intermédiaire, je leur ai fait parvenir une information capitale. Les données, fournies par Hélène, contenaient des chevaux de Troie, des virus et des programmes espions. Leur utilisation les exposait, eux aussi, à des poursuites pénales, pour espionnage industriel et violation de droits d'auteur. Je pouvais presque entendre leur panique, à travers les murs de leur bureau. Ils ont immédiatement commencé à collaborer avec les enquêteurs, livrant toutes les preuves contre Hélène, dans l'espoir de sauver leur propre peau. Chaque email, chaque transfert de fichiers, chaque paiement. Tout a été documenté par leurs soins, de leur plein gré, en espérant la clémence de la justice. J'avais refermé le piège. Plus elle essaierait de se débattre, plus la corde se resserrait autour de son cou. Damien a reçu mes toutes dernières instructions. Il devait la convaincre de fuir à l'étranger, de se reposer loin du stress, pour commencer une nouvelle vie. Il a acheté des billets pour l'île Maurice, pour le lendemain matin du jour prévu. Elle a accepté immédiatement, sans se douter que le départ était programmé, le jour même où les inspecteurs frapperaient à sa porte. J'ai personnellement appelé les autorités aéroportuaires. De manière officieuse, grâce aux contacts que je m'étais forgés en 20 ans de carrière, je leur ai demandé de me prévenir, si une certaine passagère tentait d'embarquer. Ils ont accepté. Les gens acceptent toujours, quand ils savent que vous avez le pouvoir, soit de les aider, soit de les détruire. 3 jours avant l'acte final, j'étais assis dans mon bureau. Mon véritable bureau, au sein de la véritable entreprise, qu'elle n'avait jamais vue. Je passais en revue les éléments du dossier. Les vidéos de ses étreintes avec Damien, dans mes anciens locaux. Les enregistrements audio, où elle se moquait de ma prétendue impuissance, et de mon manque de volonté. Les relevés bancaires, prouvant ses virements en faveur de ses amants, au nombre de 3, avant même l'arrivée de Damien. Je les avais tous retrouvés. Je les avais utilisés, et j'avais payé chacun d'eux, pour acheter leur silence et obtenir leur témoignage. J'avais largement de quoi détruire sa réputation, sa carrière, et sa liberté. Mais je voulais bien plus que ça. Je voulais qu'elle signe tout cela de sa propre main. Qu'elle se tienne devant un juge, incapable de nier les faits. Car les preuves, c'étaient ses propres mains, sa propre voix, et ses propres choix. J'ai appelé ma mère. Je lui ai annoncé qu'Hélène était partie,
que je tenais le coup, et que tout irait bien. Elle s'est mise à pleurer, et je l'ai réconfortée. Mais à l'intérieur, j'étais un bloc de glace. Non pas parce que je ne ressentais plus la douleur. Cette douleur, je l'avais subie pendant 15 longues années. Chaque moquerie, chaque phrase du type « tu n'es rien ». Chaque fois qu'elle me regardait avec mépris, pendant que je payais ses séances de shopping, ou la rénovation de la maison de ses parents. Cette douleur s'était transformée en carburant. Et ce carburant avait fini de brûler, ne laissant derrière lui qu'un calcul froid, et d'une clarté absolue. La veille du dénouement, je me suis servi un seul verre de whisky. Le même verre, que je tenais à la main, le soir où elle m'avait jeté son alliance. Je l'ai levé, en direction du fauteuil vide, face à moi. Tu voulais un véritable homme, ai-je murmuré dans le silence de la pièce. Tu vas faire sa connaissance. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai attendu. Je connaissais l'heure exacte. 6h47 du matin. L'heure à laquelle les officiers de police judiciaire se présenteraient, à l'adresse que j'avais fournie anonymement. L'heure à laquelle Damien s'évaporerait, ne laissant qu'un simple mot, sur la table de la cuisine. L'heure où Hélène comprendrait, que sa grande victoire n'était que le premier acte d'une pièce de théâtre, écrite par l'homme, qu'elle prenait pour un simple spectateur. Je suis monté dans ma voiture à 5h30. Je me suis garé en face de son nouvel immeuble, à 6h15. Et à 6h35, j'ai vu Damien sortir par la porte de service, une valise à la main. Ma propre valise, soit dit en passant, qu'elle avait emportée de notre maison, croyant qu'il s'agissait de son butin. Il ne s'est pas retourné. Il avait rempli sa part du contrat. À 6h42, j'ai aperçu la camionnette banalisée. 3 hommes en civil en sont descendus. Ils savaient exactement où aller. Ils savaient ce qu'ils cherchaient. Ils le savaient, tout simplement, parce que je le leur avais dit. J'ai sorti un thermos de café, et j'en ai pris une gorgée. Le café était froid, amer. Absolument parfait. À 6h47, ils ont frappé. 3 coups secs, lourds, officiels. Ce genre de bruit, qui vient briser une vie en deux. J'ai vu Hélène ouvrir la porte, vêtue du peignoir que je lui avais acheté aux Maldives. C'était lors des seules vacances, que nous avions passées ensemble, sans la moindre dispute. L'expression de son visage a changé en une fraction de seconde. Passant de la joie ensommeillée, liée à l'excitation de son vol imminent, à une terreur animale. Madame Hélène Vasseur ? La voix de l'inspecteur était forte, claire, conçue pour être entendue par les témoins. Les voisins passaient déjà la tête par l'entrebâillement de leur porte. Vous êtes accusé de détournement de fonds, d'escroquerie, et de recel de secrets industriels, a-t-il poursuivi, tandis qu'elle restait figée sur le pas de la porte. Nous avons un mandat de perquisition, et un ordre de placement en garde à vue. J'observais la scène aux jumelles, depuis l'autre côté de la rue. Elle a tenté de refermer la porte. L'instinct de survie. Le dernier soubresaut de la bête traquée. Les enquêteurs s'y attendaient. L'un d'eux a bloqué la porte du pied. Le deuxième brandissait déjà sa carte de police. Le troisième a commencé à lui lire ses droits, « Vous avez le droit de garder le silence ». Elle s'est mise à hurler. Pas des mots articulés, non. Juste un cri. Un hurlement sauvage, bestial, arraché de la poitrine d'un être humain, qui réalise que son monde vient de s'effondrer, sans en comprendre la raison. Elle a appelé Damien. Elle a exigé d'avoir son téléphone. Elle hurlait qu'il y avait une erreur, qu'elle était une victime, que son mari allait tout leur expliquer. Votre mari a déposé une demande de divorce il y a 3 jours, a répondu l'inspecteur, d'un ton impassible, en vérifiant ses documents. Il a également déclaré votre séparation de corps. Vos biens ont été saisis, jusqu'à la fin de l'instruction. Ça, c'était mon œuvre. Pendant qu'elle fêtait sa nouvelle liberté avec Damien, mes avocats avaient préparé le dossier. Pendant qu'elle dormait dans l'appartement, un juge avait gelé la totalité des avoirs qu'elle pensait posséder. Elle est sortie de l'immeuble avec une seule valise. Celle que Damien avait laissée derrière lui, entièrement vide. Ils l'ont escortée dehors, les mains menottées dans le dos. À 6h52, à ma montre, l'aube commençait tout juste à teinter le ciel, de ces couleurs qu'elle qualifiait autrefois de romantiques. Ce matin-là, elle portait la couleur de sa déchéance. Elle m'a aperçu.
Nos regards se sont croisés, par-delà la rue, par-delà la foule des badauds curieux, par-delà ces rêves brisés de départ pour les îles. J'étais debout, adossé à ma voiture, emmitouflé dans mon manteau, mon thermos de café à la main. Je ne souriais pas, je ne grimaçais pas. Je me contentais de la regarder. Et elle a compris. J'ai vu la révélation la transpercer, plus vite que le métal des menottes, plus profondément que la peur elle-même. Elle a hurlé mon prénom, Stéphane. Stéphane, c'est toi. Les policiers l'ont traînée vers la fourgonnette. Elle s'est débattue, elle a griffé, elle a sombré dans l'hystérie. Un des officiers a reçu une griffure sur la joue. Je noterai ça comme rébellion et outrage à agent. Un chef d'inculpation supplémentaire. 6 mois de plus. Juste avant d'être poussée à l'arrière du véhicule, elle s'est retournée une dernière fois. J'ai levé mon thermos, en un toast silencieux. Sans triomphalisme, sans aucune méchanceté. Un simple constat. Nous étions là, à cet instant précis, parce qu'elle l'avait choisi. Chaque trahison, chaque insulte, chaque euro dérobé. Je n'avais fait qu'orchestrer la conclusion logique de ses actes. La fourgonnette a démarré. J'ai fini mon café, devenu aussi froid que son propre avenir. Puis, je suis monté dans ma voiture, et je suis parti travailler. Dans ma véritable entreprise, dans mon véritable bureau, entouré de mes véritables employés, ceux qui ne m'avaient jamais trahi. Le divorce a été prononcé, 2 mois avant l'ouverture du procès. Son avocat, celui qui était payé avec mon propre argent, par le biais d'intermédiaires, a obtenu un partage équitable. J'ai conservé la maison, l'entreprise, et ma réputation intacte. Elle, de son côté, a hérité des dettes qu'elle avait signées de sa propre main, ainsi que du dossier pénal, que je lui avais offert sur un plateau d'argent. Le procès d'Hélène a duré 4 mois. J'ai assisté à chaque audience. Assis au dernier rang, je prenais des notes. Elle essayait de ne pas me regarder, mais ses yeux revenaient sans cesse vers moi, comme la langue cherche instinctivement une dent cassée. Elle changeait. Elle perdait du poids, elle vieillissait à vue d'œil. Elle avait perdu cette posture fière, avec laquelle elle s'était hissée sur cette chaise, un micro à la main. Sa ligne de défense reposait sur un seul argument, elle prétendait être la victime d'une vaste manipulation. Qu'on s'était servi d'elle, et qu'elle n'avait pas mesuré les conséquences de ses actes. Son avocat évoquait un ennemi de l'ombre, un faux amant, et des sociétés fictives. Le juge l'écoutait avec intérêt, mais les preuves manquaient cruellement. Damien s'était volatilisé sans laisser de traces. Une nouvelle identité, un nouveau pays, une nouvelle vie, grassement payée par mes soins, en échange de ses services. Ses autres amants sont restés muets, terrifiés à l'idée d'être compromis à leur tour. Je ne suis jamais apparu dans le dossier. Des sources anonymes, des données techniques, des audits financiers extérieurs. Tout avait été conçu pour que je reste un fantôme, et pour qu'elle soit la seule coupable en chair et en os. Le verdict est tombé, 7 ans de détention dans un centre pénitentiaire. Assorti d'une amende, équivalente au montant détourné, un argent qu'elle ne possédait plus. Et pour finir, la confiscation de ses biens. Des biens, dont elle n'était plus propriétaire. Elle s'est effondrée en entendant la sentence. Sans verser une larme. Elle s'est simplement affaissée, comme une marionnette dont on viendrait de sectionner les fils. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas souri. J'ai rangé mon dossier de notes, et je suis sorti de la salle. Pendant que les caméras des journalistes la filmaient encore, gisant sur le sol du tribunal. La prison l'a transformée de manière irréversible. Je reçois régulièrement des rapports, par des voies officieuses, grâce à mes relations au sein de l'administration pénitentiaire. Elle travaille désormais dans l'atelier de couture de la prison. Elle reçoit quelques lettres de sa mère, à qui je rends parfois visite, pour lui apporter des provisions, tout en écoutant ses jérémiades, à propos de son monstre de gendre. Je ne me justifie jamais. Je me contente d'écouter, et de hocher la tête. Hélène m'écrit, elle aussi. Les premières lettres étaient remplies de fureur, des menaces, des malédictions, des promesses de vengeance. Je les lisais au coin du feu, dans la maison de campagne, que j'avais achetée avec l'argent économisé sur ces séances de shopping compulsif. Ensuite, les lettres se sont transformées en supplications. Reviens-moi, pardonne-moi, j'ai été stupide. C'était la faute de Damien. Je t'ai toujours aimé. Je les lisais,
confortablement installé dans le même fauteuil, sous la même lumière. Puis, je l'ai jeté au feu, sans jamais répondre. Aujourd'hui, ses lettres sont dramatiquement vides. « Comment vas-tu » me demande-t-elle. « Quel temps fait-il chez toi ?» Comme si nous étions de vieilles connaissances, et non pas le bourreau et sa victime. Je ne réponds pas davantage. Le silence est l'arme ultime. Et je sais le manier à la perfection. Le concurrent, qui avait acheté nos secrets industriels, a fait faillite 1 an plus tard. Les informations qu'ils avaient reçues ne contenaient pas seulement des virus. Elles intégraient de fausses données, concernant nos clients, notre stratégie, et nos innovations technologiques. Ils ont pris des décisions cruciales, en se basant sur ces documents. Des décisions coûteuses, et parfaitement fatales. Lorsqu'ils ont réalisé l'ampleur du désastre, il était trop tard. Ils ont été traînés en justice. Pas par nous, mais par d'autres entreprises, qui avaient lourdement pâti de leurs actions. J'ai simplement regardé l'effet domino se propager, encore et encore. Mon entreprise, de son côté, est florissante. Nous avons conquis le marché international, en ouvrant des succursales dans 3 nouveaux pays. Mes employés touchent des primes, qu'Hélène n'aurait même jamais pu imaginer. Ma mère, quant à elle, a enfin cessé de pleurer, ou du moins, elle a appris à ne plus le faire en ma présence. Parfois, très rarement, je repense à la jeune Hélène. Celle qui riait de bon cœur à mes blagues. Celle qui me tenait fièrement la main, lors des soirées mondaines. Celle qui avait prononcé le mot « oui » à la mairie, 15 ans auparavant. Je ne saurais dire à quel moment exact elle est morte à l'intérieur. A-t-elle été tuée par son propre ego, par son avidité insatiable, ou a-t-elle simplement arrêté de jouer la comédie? Cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que je l'ai enterrée avec les honneurs. Sans haine, mais avec la précision chirurgicale d'un médecin légiste. Il ne restait plus que cette autre femme. Celle qui s'était tenue debout, sur une chaise, un micro à la main. Celle qui avait choisi son propre bourreau, et qui l'avait embrassé devant mes yeux. Celle qui, désormais, coud des uniformes dans une cellule de prison, en rédigeant des lettres que personne ne lit. Ma vengeance fut silencieuse. Elle n'a pas fait de vagues, elle n'a pas réclamé de reconnaissance, elle n'a imploré aucun pardon. Elle s'est contentée de laisser Hélène devenir ce qu'elle était au fond. La version la plus arrogante, la plus orgueilleuse, et la plus cupide d'elle-même. Et de lui fournir, juste assez de cordes, pour qu'elle puisse se pendre toute seule. Je vis très bien. C'est là, la plus belle preuve de ma victoire. Ce n'est pas un triomphe tapageur, c'est simplement la vie qui continue. Matin après matin, contrat après contrat, jour après jour. Parfois, je lève mon verre, en direction de la prison où elle purge sa peine. Pas en son honneur, non. En mon honneur. À celui qui a survécu, à celui qui a tenu bon, et à celui qui a refusé d'être la nullité, qu'elle prétendait voir en lui. Un véritable homme, pensait-elle, c'est celui qui s'accapare tout. Elle avait tort. Un véritable homme, c'est celui qui bâtit. Et parfois, lorsque quelqu'un tente de détruire ce qu'il a érigé, il reconstruit un nouvel empire, en se servant des ruines des ambitions des autres. Je continue de bâtir. Elle, non. Et c'est bien là, l'essence même de ma vengeance.